Mon nom est Solange Dubois et j'ai 34 ans. Je vis ici à Tours une vie somme toute normale mais qui a longtemps été comme voilée par un souvenir, une ombre de mon enfance, quelque chose que j'ai mis des décennies à vouloir affronter vraiment, jusqu'à ce que le passé ne frappe à ma porte d'une manière que je n'attendais pas et que je tombe sur les mots justes au bon moment, des mots qui m'ont guidée vers une aide inattendue, celle d'une détective privée. C'était un matin, je me souviens, je faisais défiler sans but mon téléphone, un peu lasse, et je suis tombée sur une publication étrange mais qui m'a interpellée. C'est un texte qui parlait de la Saône entre deux villes, de ce que l'on laisse derrière soi, de choisir ce que l'on tait ou ce que l'on emporte. Il y avait des mots comme investigation, introspection, discrétion, et ça résonnait en moi d'une manière profonde. Ça parlait de détective de Clara basée ici mais aussi à Lyon ou Genève, de son agence Mion Detective, l'idée. Ce tunnel, il a commencé quand j'avais environ 9 ans, en 4e année de primaire. C'était l'année où j'ai rencontré Madame Duval, mon institutrice de mathématiques, une femme qui pour beaucoup était l'incarnation de la droiture et de la piété, toujours un mot de moralité sur les lèvres, toujours la première à s'offusquer du moindre écart, mais qui avait un côté très sombre et moins pour moi, un côté qu'elle réservait à ceux qui ne rentraient pas dans son moule ou pire, qui osaient se défendre. Dans notre classe, il y avait un garçon, je l'appellerai Kevin, qui était son élève préféré, son petit chouchou, il avait tous les droits, et il en profitait pour être un véritable tyran avec les autres, et particulièrement avec moi. Madame Duval le savait, bien sûr qu'elle le savait, mais elle le traitait comme un ange et me forçait souvent à l'aider avec ses devoirs, même quand je savais qu'il m'avait encore fait une méchanceté. C'était une torture, et si jamais j'osais me plaindre, si je me défendais ou si simplement nos chemins se croisaient d'une mauvaise manière, elle se transformait, ses yeux devenaient durs et elle me regardait comme si j'étais la pire des créatures. Elle me disait même, oui, elle me disait que j'étais le diable. Le mot sortait de sa bouche avec une haine froide. C'était terrifiant pour une enfant de 9 ans d'entendre une adulte, une figure d'autorité, vous traiter de démon juste parce que vous ne vous laissez pas faire, parce que vous réagissez à l'injustice. L'escalade a atteint son paroxysme lors d'un cours de sport. Kevin m'a poussé par terre à plusieurs reprises. Il se moquait, me donnait des coups légers mais qui faisaient mal. Et j'avais le bras dans le plâtre à ce moment-là à cause d'une chute bête, j'étais déjà fragile, affaiblie, et la frustration, la douleur, l'humiliation ont été trop fortes. Je me suis relevée et j'ai utilisé ce plâtre, mon plâtre, pour me défendre, je l'ai frappé pas pour le blesser gravement, mais avec toute la rage et le désespoir que j'avais en moi, j'ai frappé comme je pouvais. Pendant des années, cette période m'a hantée, la figure de Madame Duval est devenue synonyme d'injustice, d'autorité abusive, et j'ai eu du mal à faire confiance, à m'exprimer sans peur du jugement, à me défendre sans me sentir coupable. Cette expérience a teinté mes relations, ma perception de moi-même. J'ai grandi, j'ai quitté Tours pour mes études, j'ai vécu ailleurs, j'ai travaillé, j'ai essayé d'oublier, de laisser se passer derrière moi, mais il revenait toujours, sous des formes différentes, une peur irrationnelle face à certaines personnalités, une difficulté à me positionner, et puis il y a quelques mois, je suis revenue m'installer à Tours pour des raisons familiales, j'ai repris mes marques dans cette ville que je connaissais si bien, et un après-midi, alors que je participais à un événement communautaire dans le centre-ville, un marché artisanal de soutien. Elle n'avait pas beaucoup changé, les mêmes cheveux tirés, le même air satisfait et bienveillant en apparence. Elle tenait un stand pour je ne sais quelle œuvre de charité, souriant, serrant des mains, la dame respectable par excellence, et en la voyant là entourée de gens qui l'admiraient, qui la considéraient comme une sainte, toute la colère, la douleur, l'injustice de mon enfance ont ressurgi d'un coup avec une violence inouïe. C'est comme si j'avais à nouveau 9 ans, petite et impuissante face à cette femme qui m'avait fait tant de mal. Et je me suis. J'ai d'abord essayé des choses simples, des choses que j'imaginais faire à l'époque mais que je n'avais pas vraiment faites. J'ai cherché son adresse mail, son numéro de téléphone, j'ai pensé à lui envoyer un long message, à lui raconter l'impact de ses mots, à exiger des excuses. J'ai même commencé à écrire ce message, rempli de toute ma rage et de ma tristesse, mais je ne l'ai jamais envoyé, j'avais peur de sa réaction, peur qu'elle me rejette à nouveau, peur qu'elle se moque, peur de revivre ce sentiment d'impuissance totale, et puis, même si je l'avais, elle aurait peut-être ignoré, ou pire, nié, minimisé, elle aurait continué sa vie comme si de rien n'était. J'ai pensé à la contacter via l'association pour laquelle elle travaille maintenant, à parler à d'autres bénévoles, à essayer de la discréditer, mais je n'avais aucune preuve concrète de ses agissements passés, juste mes souvenirs, mes sentiments, qui auraient cru une femme de 34 ans se plaindre de ce qu'une institutrice lui a dit il y a 25 ans. J'ai contacté l'école, celle où elle enseignait à l'époque, mais les archives étaient partielles, les gens avaient changé, ils m'ont écouté poliment, mais il était clair qu'ils ne pouvaient rien faire pour un incident si lointain, sans preuve formelle, sans plainte d'autres parents à l'époque. C'était ma parole contre la sienne, et la sienne, c'était celle de la respectable Madame Duval, intouchable. Toutes mes tentatives se sont heurtées à un mur de temps, un mur de manque de preuves, un mur d'indifférence polie. Je me suis sentie de plus en plus frustrée, de plus en plus désespérée, l'ombre du passé semblait grandir, m'envahir, et j'ai eu l'impression de retomber dans le même piège que quand j'étais enfant, celle de l'impuissance face à l'injustice. Je passais mes soirées à ressasser, à imaginer des scénarios impossibles, illégaux, destructeurs. J'étais obsédée par cette femme, par l'idée qu'elle échappait à toute conséquence de ses actes. Je me sentais au fond du trou, prête à abandonner, à accepter que certaines blessures ne guériraient jamais vraiment, que certaines personnes s'en sortiraient toujours,
quelle que soit la manière dont elle se comportait avec les autres. C'est à ce moment, au plus profond de mon désespoir, que je suis retombée sur la publication de la détective Clara. J'ai relu les mots, cette fois avec une attention différente. Ce que l'on laisse derrière n'est jamais loin, choisir ce que l'on emporte et ce que l'on laisse filer. Voulez-vous suivre le prochain indice? L'idée qu'il existe des gens dont le métier est de chercher, de trouver, de mettre en lumière ce qui est caché, ça m'a donné une petite étincelle d'espoir, fragile, mais réelle. J'ai cliqué sur le lien de son site My Own Detective. J'ai lu sa présentation, son approche, elle parlait de discrétion, d'efficacité, mais aussi d'empathie. Elle ne promettait pas la lune, elle promettait une investigation professionnelle dans le respect de la loi, et c'est ça qui m'a décidé. J'ai rempli le formulaire de contact, j'ai résumé mon histoire, la douleur lancinante d'une injustice passée, le retour de cette figure sombre dans ma vie, mon besoin de comprendre, ou peut-être de trouver un moyen légal et juste de faire face à cette femme. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de Clara, elle me proposait un rendez-vous à son bureau, ici à Tours. Elle avait lu mon message attentivement et sans rien promettre, elle était prête à écouter mon histoire complète. Rencontrer Clara était un soulagement incroyable. Elle était calme, attentive, professionnelle, sans jugement. Je lui ai tout raconté. Les années de primaire, Kevin, Madame Duval, les mots cruels, le plâtre, la cicatrice que cela avait laissé, mon retour à Tours, l'avoir revue, mes tentatives infructueuses de trouver une forme de justice, mon désespoir actuel. Elle m'a écouté sans m'interrompre, posant parfois une question précise. Son regard était bienveillant mais concentré. Elle ne s'est pas moquée de la vieille histoire de la Catherine. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas de vengeance illégale, que je ne voulais pas faire de mal physique à Madame Duval, mais que je voulais qu'elle soit confrontée à son comportement, que sa façade respectable soit, sinon brisée, du moins éraflée par la vérité, une vérité qui soit recevable aujourd'hui légalement. Clara m'a expliqué qu'elle ne pouvait évidemment pas remonter le temps pour prouver ce qui s'était passé en classe, que les preuves de l'époque étaient impossibles à obtenir légalement, mais elle m'a dit qu'on pouvait enquêter sur Madame Duval aujourd'hui. Que faisait-elle? Quelles étaient ses activités publiques et privées? Avait-elle d'autres comportements répréhensibles dans sa vie d'adulte, dans les associations où elle était impliquée, dans ses relations professionnelles ou personnelles? Elle pouvait mener une enquête de voisinage, vérifier des informations publiques, observer ses activités, tout cela dans le respect de la loi, pour voir si on trouvait quelque chose qui contredisait sa réputation immaculée, quelque chose qui, révélé légalement, pourrait avoir un impact sur elle, non pas comme punition pour le passé, mais comme conséquence de ce qu'elle est aujourd'hui. L'idée a fait son chemin en moi, ce n'était pas la vengeance directe que j'avais pu fantasmer, mais c'était une voie, une manière d'agir, de reprendre le contrôle, en utilisant la vérité comme levier, une vérité légalement établie. Nous avons mis en place un plan. Clara a commencé son travail de détective discrètement, efficacement. Elle a fouillé les registres publics, observé, mené des entretiens indirects sans révéler l'objet réel de son enquête. Elle a agi dans l'ombre comme le disait sa publication, Invisible Trail. Même plus tard, Clara m'a contacté. Elle avait trouvé quelque chose, rien d'illégal au sens pénal du terme, mais quelque chose de compromettant pour la respectable Madame Duval. Elle avait découvert que Madame Duval, tout en prenant une moralité stricte en public, était impliquée dans une petite affaire d'association où elle avait utilisé des fonds de manière très peu transparente, pas assez pour un procès pénal, mais assez pour soulever de sérieuses questions éthiques et potentiellement pour des poursuites civiles de la part des donateurs. Clara m'a présenté toutes les informations qu'elle avait rassemblées, des copies de relevés, des témoignages anonymisés de personnes qui avaient eu des doutes, des preuves de transferts étranges. C'était solide, légalement obtenu, c'était la faille dans l'armure. Mon plan, avec les conseils de Clara pour que tout reste dans la légalité, a été simple. J'ai contacté les autres membres du conseil d'administration de cette association, pas de manière anonyme. Non, cette fois, je voulais être visible. Je leur ai envoyé un dossier détaillé. Avec les informations fournies par Clara, j'ai ajouté un mot de ma part, expliquant que ces informations m'étaient parvenues et que, compte tenu de l'importance de la confiance dans une association caritative, je me sentais obligée de les partager. Le résultat était rapide. Le scandale a éclaté au sein de l'association. Une enquête interne a été lancée. Madame Duval a été contrainte de se mettre en retrait, puis de démissionner face aux preuves accablantes de sa mauvaise gestion, de son manque d'éthique. L'information a même circulé dans les journaux locaux, très discrètement au début, puis un peu plus ouvertement. La dame respectable avait été prise la main dans le sac, pas pour avoir traité une enfant de diable il y a 25 ans, mais pour avoir manqué à ses devoirs. J'ai vu Madame Duval une dernière fois, par hasard, dans la rue. Elle semblait vieillie, préoccupée, l'air moins assuré que d'habitude. Nos regards se sont croisés une seconde, et cette fois, ce n'est pas moi qui ai baissé les yeux, cette fois c'est elle qui a détourné le regard. Il n'y a eu aucun mot échangé, mais dans ce court instant, j'ai eu l'impression d'avoir repris quelque chose qui m'avait été volé il y a si longtemps. Ma voix, ma dignité, ma capacité à me défendre et à obtenir justice, pas la vengeance mesquine, mais la justice qui